What do you do, baby? Yes! Bon, là je sais pas c'est quoi le score encore. Hein. On est dimanche, 9h30. J'enregistre l'intro. À 17h, je m'en vais faire le match de Concordia face au Nipsey King des Lakers. Premièrement, les partenaires s'appellent les Lakers. Il y a un seul Lake Show que je connais. C'est à La La Land, LA. Pas à Nipsey. Les Lakers de Nipsey. Mais en tout cas, c'est pas ça que je dis, c'est pas ça que je veux parler. Je veux parler du fait que je peux pas encore dire et crier ma joie que Concordia a gagné parce que je sais pas encore qui va gagner le match. Par contre, ce que je peux dire, c'est que je suis excité à l'idée de faire le match dans quelques heures. Mais avant de faire le match dans quelques heures, fallait que je vienne faire les intros, le milieu et la fin parce qu'on a un gros party aujourd'hui. Oh Lord Jesus. Tu sais, dans la vie, des fois, là, t'es comme, je vais faire une entrevue avec un partenaire. Je sais que l'entrevue va être bonne. Mais tu sais, c'est ça. L'entrevue va être excellente. Mais tu sais, après, I don't know. Je laisse aller les choses. Now, Bruce Richardson, entraîneur-chef de l'Armada Boisbriand. Le partenaire m'a tellement choqué à quel point que c'était bon que c'est sûr qu'il y a un part 2. C'est sûr qu'il y a un part 2. Je sais pas si je l'ai dit dans l'entrevue, mais il y a un part 2. Bruce Richardson, il a joué avec les vagabonds, là. C'est quoi leur nom, là? Trashers. Il a joué avec les Capitals de Washington. Il a joué avec tellement de joueurs et d'équipes. Son histoire est incroyable. Puis, naturellement, son histoire en tant que coach aussi. Donc, c'est ça. On peut pas tout mettre en une partie. Puis, je voulais continuer, mais en même temps, je voulais respecter le temps que je dis aux athlètes et aux entraîneurs, aux personnalités qui viennent sur le pod. Mais je vous dis, c'est du bonbon à écouter. Bruce a explosé ça. Je suis vraiment content qu'on puisse enfin le mettre en onde. Donc, Bruce Richardson, entraîneur-chef dans l'Armada Blainville-Boisbriand, mais aussi tout un joueur de hockey sans restriction. Avant toute chose, je veux vous dire, allez acheter vos billets pour la Classique KR, qui va avoir lieu à l'Arena de l'Armada, au Centre d'Excellence Port-Rousseau à Blainville-Boisbriand. Je sais même pas s'il faut dire Blainville-Boisbriand maintenant. I don't know. Ce que je sais, c'est que le match va être bon, parce que oui, il va y avoir un match, il va y avoir 2 matchs, mais je suis fier d'annoncer qu'il va y avoir un 3e match lors de la Classique KR. 3 matchs en une seule journée. Votre chance de rencontrer un nombre exceptionnel de joueurs de hockey professionnels, d'artistes et de joueuses de hockey professionnels. Donc, je vous dis, il y a le showcase de hockey féminin, il y a la Classique KR propre, qui est à 13h15 comme à chaque année. Mais entre les deux, il y a un 3e match et plus d'informations s'en viennent. Mais je vous dis, vous voulez pas manquer aucun de ces 3 matchs-là. www.classiquekr.ca pour acheter vos billets. Sinon, allez nous suivre sur Instagram @sans-restriction. Sur ce, on s'en va écouter BR Bruce Richardson, baby! Je suis très heureux de l'avoir sur le pod parce que, bon, j'ai entendu des belles choses sur lui parce que vous savez comment je suis. Je suis aux lèvres de Marty. Quand Marty parle, le gérant d'équipement de l'Armada, je l'écoute. Puis Marty avait que des bonnes choses à dire sur Coach Bruce. So, je suis vraiment heureux de l'avoir sur le pod. Coach Bruce, comment ça va? Ça va bien. C'est réciproque qui me dit des très bonnes choses aussi sur toi. Marty, c'est un god, hein. À quel point, on va prendre 2 secondes pour parler de Marty, là, parce que à la Classique KR, là, si c'est pas de lui, ça fait 2 ans, il y a pas de Classique KR, là. À quel point Marty, gérant d'équipement, Marty McFly, est un gars important pour vous autres, là? Ben, Marty, là, honnêtement, moi, ça fait 5 ans, 6 ans que j'étais avec Marty. Je l'avais avec mon Midget 3. Quand je suis monté ici avec l'Armada, on est arrivé en même temps. Marty, c'est une machine. C'est un gars qui compte pas ses heures. C'est un gars que ce soit le matin, l'après-midi, la nuit, il va être toujours là pour ses joueurs, pour son staff. Il va s'assurer que tous les joueurs sont prêts pour les matchs puis que les pratiques. Fait que on est vraiment chanceux d'avoir un gars comme lui là, au niveau du junior, mais on sait que dans pas longtemps, d'après moi, il va monter dans le pro parce que il est en train de se faire un nom. Ah ouais, hein? Est-ce que mettons, comment ça fonctionne pour un gérant d'équipement pour monter pro? C'est-tu des bouches à oreilles qui sont comme lui on le monte ou ouais. un repêchage? Il serait un first pick, c'est sûr et certain, s'il serait un repêchage. Mais non, c'est beaucoup de bouche à oreille. Puis quand il y a des jobs disponibles, ben souvent les gars comme Marty vont appliquer sur la job. Et puis après ça, ben les équipes, que ce soit dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale, vont faire leur recherche pour aller chercher de l'information
d'informations. Du côté de Marty, il veut continuer à apprendre, fait qu'il y a un contact, mettons exemple, avec le Rocket, avec le gérant d'équipement là, fait que de temps en temps, il va passer du temps avec lui pour aller chercher de l'expérience. Regarde, quand moi je suis monté avec l'Armada, ben des fois le coach veut garder son staff, fait qu'il emmène son staff avec lui. Fait que, tu sais, il y a plein de manières, mais tu sais, Martin, je pense que le fait qu'il est vraiment compétent puis qu'il est vraiment passionné dans qu'est-ce qu'il fait, son nom circule beaucoup, et puis il s'implique dans un programme d'Hockey Québec, d'Hockey Canada, qui fait en sorte que son nom circule, puis qu'après ça, le monde va chercher plus d'informations à son sujet. Okay, là, toi, quand t'es passé de joueur à coach, là, cette transition-là de... Parce que quand tu joues, t'es intense, right? Mais là, quand tu coaches, tu peux pas avoir la même intensité. Y a-tu eu des petites anicroches dans les premières semaines de coach, là? Kim, c'est drôle que tu parles de ça parce que moi j'ai joué, puis ma dernière année que j'ai joué en Europe, j'étais quand même un joueur assez intense, robuste, qui aimait pas, qui haïssait perdre. Fait que c'est sûr que ma première année, quand je suis arrivé au Midget 3 comme coach en chef, il a fallu que je m'adapte là. Parce que de août à décembre, là, je te dirais que j'étais un petit peu trop pas excité, mais trop intense. Des fois, là, je dépassais les lignes, que ce soit avec les arbitres, que ce soit les entraînements. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte qu'on était dans une nouvelle génération que le My Way or the Highway ne fonctionnait plus. T'sais, moi, c'était comme ça dans mon temps. Fait qu'il a fallu que je m'adapte. Puis on dit souvent que les joueurs vont s'adapter au coach, mais le coach, il faut qu'il s'adapte aussi aux joueurs qu'il a sous la main. Puis quand j'ai réussi à faire la transition, puis que j'ai parlé avec des mentors que j'avais, je suis devenu encore meilleur comme entraîneur, mais on s'améliore à chaque année. T'sais, on s'améliore à chaque année. Puis aujourd'hui, il faut être plus proche de nos joueurs. La communication est extrêmement importante comme entraîneur. Et puis je pense qu'au fil des années, là, des 10 dernières années, là, j'ai vraiment maturé puis progressé là, en tant qu'entraîneur. Est-ce que quand tu jouais, t'étais comme, faut vraiment que j'écoute ce que le coach dit parce que moi, je vais coacher. Parce que je veux coacher. Donc, est-ce que quand tu jouais, t'avais cette mentalité-là où t'as fini ta carrière et t'as fait, me semble que je veux rester dans le hockey? Non, moi, depuis que je suis tout petit, je savais que j'étais pour gagner ma vie dans le hockey. Wow. J'ai tant voulu jouer dans la Ligue nationale. J'ai signé des contrats avec les Red Wings. J'ai joué des games d'exhibition avec eux autres, avec l'Avalanche du Colorado. Et puis, j'ai passé plus mon temps dans les mineurs dans la Ligue américaine et après ça en Europe. Fait que j'ai tout le temps été vraiment passionné de la game. Puis je le savais qu'un coup que j'arrête de jouer, que j'étais pour rester dans la game, que ce soit comme dépisteur ou que ce soit comme entraîneur. Puis c'était qu'est-ce que je visais, là, être entraîneur là, après ma carrière. Et puis, même les dernières années, là, quand j'étais rendu à la fin de carrière, là, à 30, 31, 32 ans, je prenais des jobs où ce que j'étais joueur assistant coach ou joueur entraîneur pour pouvoir tu sais, dans East Coast ou en Europe, souvent, là, pour économiser du budget, ils vont engager un coach qui a de l'expérience. Et puis, tu sais, j'ai pu me baigner là-dedans pour commencer à prendre le métier de coach. Fait que quand j'ai réussi à prendre, quand j'ai pris ma retraite, j'avais déjà quand même un background un peu là, comme entraîneur parce que j'avais travaillé avec des coachs qui m'avaient comme guidé un peu là. Mais quand t'es arrivé, parce que là, t'as joué avec les Faucons de Sherbrooke, oui. 4 ans là-bas, brûlé à la Ligue, puis ça, tu joues avec les Sags, là, tu fais trader en plein milieu de l'année, jouer avec les Sags, puis là, t'arrives à Hershey. Il n'y avait pas encore la tradition de lancer les toutous à Hershey dans ce temps-là, hein? Pas vraiment, non. Puis, je m'en rappelle de ça, c'était, moi, quand j'étais échangé en 97 de Sherbrooke pour aller à Chicoutimi, c'était pour aller à la Coupe Mémorial. Puis cette année-là, on avait réussi à la Coupe Mémorial. On n'avait pas gagné parce que la Coupe était à Gatineau, puis on avait été en finale à Gatineau. C'était Hull dans le temps, là, avec les Olympiques de Hull, puis vu qu'on était en finale, puis le tournoi était à Hull, automatiquement, l'équipe qui allait en finale allait à la Coupe Mémorial. Fait que ça m'a donné l'opportunité d'aller là. Puis Bob Hartley était venu à la Coupe Mémorial. Et puis, Bob Hartley coachait les Bears d'Hershey. Puis j'avais encore une année junior, mais je m'avais fait inviter au camp des Bears d'Hershey. Puis quand je suis arrivé là-bas, j'ai fait ma place à 20 ans. Puis Bob m'avait signé pour 2 ans. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé là, ma carrière au niveau professionnel. Un gars comme Bob Hartley, il m'a donné ma première chance. Puis je vais tout le temps être très, très, très reconnaissant envers cette personne-là parce que c'est lui qui m'a donné l'opportunité de commencer dans la Ligue américaine. Quand que j'avais même pas été repêché, j'étais supposé de retourner comme 20 ans junior majeur, puis bang, je me retrouve à jouer dans la Ligue américaine à 20 ans. Fait que c'était quand même une belle accomplissement. C'est quoi t'as fait avec le premier chèque des Bears de Hershey? Ils t'ont donné un premier chèque, t'as fait quoi avec? Qu'est-ce que t'as acheté? Et regarde bien ça, OK? Mon premier chèque, là, je vais être bien honnête avec toi, là, moi, mon contrat, là, ma première année, en 97-98, j'avais signé pour 27 500.
Wow! Fait que là, pense à ça. Après les impôts, il me restait à peu près 21 000, 22 000. Ça me coûtait à peu près 1000 pièces par mois d'appartement puis de meubles. Parce que dans la Ligue américaine, il faut que tu payes. Fait qu'il me restait pas grand-chose à la fin, là. Aïe, aïe! Il me restait pas grand-chose à la fin, mais pour moi, c'était pas une question de l'argent, c'était une question de rentrer mes pieds dans la Ligue américaine, faire ma place pour essayer d'atteindre mon objectif. C'est ça que j'ai fait. T'sais. Après ça, ben, l'argent, je me suis dit, il va venir plus tard. L'important, c'est de mettre mes pieds dans le pro. Dans la chambre, là, il y avait... T'arrives dans la chambre, il y a Keith Jones, Wade Belak, Marc Denis, Patrick Traverse. Tu rentres dans la chambre, t'as 20 ans, là. Genre, tu dois capoter. Ben moi, honnêtement, là, tu sais, qu'est-ce qui a été j'ai été vraiment chanceux parce que ma première année, il y avait beaucoup de Québécois. Tu sais, il y avait des Christian Matt, des Mike Gall, tous des Québécois. Fait que, tu sais, ils m'ont. Puis c'était eux autres, tu sais, puis t'avais un coach québécois aussi. Fait que, tu sais, j'ai été vraiment. Ils m'ont vraiment accueilli. Puis, tu sais, le fait que je jouais avec beaucoup de grit, de détermination, puis que j'étais fatiguant à jouer contre, les gars, ils aimaient ça, tu sais. Fait que les gars, ils aimaient ça être avec moi. Puis, tu sais, j'ai été chanceux, j'ai été entouré de ces gars-là. Puis, ça m'a permis, tu sais, de faire ma place. Et puis, c'est sûr que la première année a été extrêmement difficile. Je jouais pas beaucoup, mais comme je te dis, je voulais juste faire mon nom. Ouais. Puis quand j'avais l'opportunité de jouer, ben, j'avais le couteau dans les dents, puis le feu dans les yeux, puis je me donnais, tu sais. Puis je m'en rappelle, ma première game d'exhibition, on avait joué contre les Phantoms de Philadelphie, qui était le club école des Flyers, puis c'était comme une rivalité, tu sais. La game, je pense qu'elle avait duré 4h30, 5h. Parce qu'il y avait eu comme à peu près, je te niaise pas, là, au moins 16 à 17 batailles dans ce game-là. Wow! T'as-tu droppé? Oui, 3 fois, un but, une passe. Je te dis, c'est là qu'après ça, ma première game d'édition, c'est après cette game-là que Bob m'a signé 3 batailles, un but, une passe. Wow! Avec Jim Montgomery, cette game-là, l'ancien coach de Dallas qui est avec les Blues de Saint-Louis aujourd'hui. Ouais. Lui était petit aussi, fait que je me suis dit, ben, pour commencer, je vais y aller avec un petit, puis gérer après ça avec un moyen, puis avec un plus gros à la fin. J'adore ça! Puis je dis tout le temps aux joueurs, faut, à un moment donné, comme joueur, il faut que tu fasses ta place. Il faut que tu fasses ta place, puis il faut qu'à la fin de la journée, que le coach parle de toi. Puis, tu sais, cette game-là, j'avais monté beaucoup de caractère pour ma grosseur, ma grandeur, puis j'avais scoré en plus. Fait que c'est sûr et certain que mon nom, il a sûrement circulé là, après dans le bureau des coachs. C'est malade parce que sur ta deuxième année, il y a 2 noms qui me sautent aux yeux. Un, Alex Tanguay. Est-ce que tu savais qu'il était aussi fort que ça, Alex Tanguay? Ben non, parce que tu sais, c'est un gars qui avait été repêché par l'Avalanche. Et puis, tu sais, on savait qu'il avait un certain talent, il avait eu une belle carrière au niveau du junior majeur. Mais c'est sûr que quand le gars arrive et qu'il a 20 ans, tu sais, tu sais pas ça va être quoi son futur dans la Ligue nationale. Tu sais, aujourd'hui, tu te dis, wow, tu sais, j'ai quand même joué avec des joueurs qui ont marqué le hockey, fait que c'est le fun. Tu sais, mais dans ce temps-là, tu sais, c'était un joueur qui arrivait du junior puis qu'il fallait qu'il fasse sa place. Puis, tu sais, je pense qu'il a fait sa place puis il n'a pas resté longtemps dans la Ligue américaine. Non. Et c'est ça, un match, c'était malade. OK, l'autre nom qui me saute aux yeux, là, puis la question est vraiment simple. Fait que quand tu joues avec Brent Gretzky, là, est-ce que tu t'arranges pour qu'il fasse un appel avec Wayne juste pour être sur l'appel de Kouka? Non, mais ça, c'est en fin de ma carrière, là, quand j'étais allé jouer pour les Danbury Trashers. Là. Ouais, mais il a joué avec vous autres, avec Hershey, genre 6 games. Oui, il est venu jouer une coupe de game avec nous autres parce que nous autres, cette année-là, on avait, si je me rappelle bien, on avait comme 6 à 8 gars du Lightning de Tampa Bay qui étaient prêtés là, aux Bears d'Hershey. Nous autres, on était le club école de l'Avalanche du Colorado. Aujourd'hui, Hershey, c'est le club école des Capitals de Washington, mais dans ce temps-là, c'était Colorado. Fait qu'on était à peu près, je dirais, une douzaine de Colorado, 4-5 qui étaient comme pas affiliés, qui étaient juste sur des contrats de la Ligue américaine, puis 6 à 8 qui étaient prêtés là, du Lightning. Puis Brent, lui, était avec le Lightning dans ce temps-là. Fait qu'il avait été descendu avec nous autres là, pour une coupe de game avant que, si je me trompe pas, qu'il s'en aille dans la Ligue internationale. Ça, c'est fou. Mais là, tu joues avec Brent à Danbury. Là, est-ce que tu essaies de... Mais là, tu as plus d'expérience aussi, fait que peut-être c'est moins impressionnant de jouer avec le frère de Gretzky, mais c'était comment de jouer avec Brent? Ben, tu sais, premièrement, c'est sûr que le nom Gretzky, c'est pas un nom qui
qu'on entend parler souvent. Là. Quand on Ouais. entend Gretzky, on pense à Wayne, puis moi, je l'ai vu jouer. Là, j'ai 44 ans, fait que c'était un de mes joueurs favoris dans le temps. Fait que c'est sûr et certain que quand tu joues avec son frère, tu penses tout le temps qu'il va être aussi bon là, que son frère. Mais au-delà de ça, Brent, c'était un gars qui avait beaucoup de skill, qui avait beaucoup d'offensives, mais il n'y avait pas le même hockey sense de son frère. Puis je pense pas qu'il avait la même détermination que son frère. Mais c'était quand même au niveau du hockey, là, 3A, 2A, Ligue américaine, East Coast, c'était quand même un joueur quand même assez dominant. Puis il nous contait des histoires. Il nous contait des histoires, puis c'était le fun de prendre une bière avec lui, puis jaser de ça, là, de toutes les histoires qu'il a vécues à l'entour de son frère. Yeah, c'est à ce moment-ci du pod que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod. J'ai un instant dessus, qu'est-ce que tout dit? N'importe quoi sans restriction sur le zonekr.ca, zonekr.ca pour acheter votre gear sans restriction. Sinon, vous pouvez naturellement acheter vos billets pour la Classique KR. Classique KR, je vous dis, ça va être un show de feu, ça va être un match de fuego. Vous ne voulez pas manquer ce match-là, vous voulez être là, vous voulez acheter vos billets, puis en plus, c'est pas le cas. Donc, let's go! So là, tu parlais de Danbury Trashers. Je suis allé voir les stats, parce que je me rappelle, quand on s'est vu la semaine dernière, je parlais avec Andy, puis Andy me disait, Kev, genre, oui, il était bon, mais t'as pas idée à quel point il était bon. Là, je suis comme, OK. Là, je suis allé voir 87 points en 76 games, 138 minutes de pédale. À quel point, toi, t'as jamais payé un plat à Danbury? Souvent, beaucoup souvent. Puis, écoute, je sais que le monde a vu beaucoup là, l'émission là, sur l'équipe. Puis je te dirais qu'il pourrait en faire un deuxième puis un troisième avec toutes les histoires qu'on a vécues là, pendant cette année-là. Puis c'est drôle parce que pendant l'été, moi, je venais de finir ma saison à Hershey, puis Hershey m'avait offert une prolongation de contrat, puis c'était un peu moins d'argent, j'étais plus à la fin de carrière, et puis j'avais eu une offre de contrat aussi dans la Ligue américaine, Wilkes-Barre Scranton, le club école des Pingouins. Ouais. L'argent était correct, puis là, tout d'un coup, à un moment donné, je reçois un appel de mon agent au mois de juillet. Et puis, il me parle de cette équipe-là, les Trashers de Danbury, dans United Hockey League, qui est aujourd'hui fusionnée avec la East Coast. Puis là, il me parle du montant d'argent qu'ils sont prêts à m'offrir pour que j'y aille là. T'sais, là, j'ai 29 ans, j'étais en fin de carrière, là, je suis dans ma tête, je dis là, c'est plus que dans la Ligue américaine. Là, j'ai un enfant de 5 ans, là, je me dis, 4 ans, excuse. Puis là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je prends-tu moins d'argent dans la Ligue américaine ou plus d'argent dans cette ligue-là? Fait que là, c'est comme, je dis à mon agent, donne-moi une couple de jours pour penser à ça, t'sais. Fait que je pense une couple de jours. Tout d'un coup, il me rappelle 2-3 jours après, il dit, t'as-tu pris ta décision parce qu'ils ont offert encore plus d'argent? Wow! Là, OK, ouais. Puis là, quand tu joues dans ces ligues-là, l'affaire quand tu joues dans ces ligues-là, c'est que tu payes pas ton appartement, tu payes pas ton chauffage, tu payes pas rien. Mais tu sais, moi, quand j'ai signé avec eux autres, je savais pas c'était qui, moi, Jimmy Galante, là. Tu sais, le propriétaire de l'équipe. Tu sais, il appelle ça les Trashers. Lui, il a une compagnie de poubelles. Fait que je me dis, OK, tu sais, il y a de l'argent, puis il veut partir son équipe. Tu sais, ça du bon pied, tu sais. Ouais. Fait que là, je décide, finalement, après avoir calculé mes affaires, je me dis, tu sais, je vais dans la Ligue américaine, il faut que je paye mon appartement, c'est ça. Et, fait que c'était beaucoup plus, au bout de la ligne, c'est que je faisais beaucoup plus avec Danbury. Fait que, tu sais, puis je me suis dit, je vais avoir un plus gros rôle, je vais jouer sur la première ligne, je vais jouer sur le power play, tandis dans la Ligue américaine, je vais jouer sur une 3, une 4, sur le PK. Fait que je dis, à 29 ans, je suis rendu là, je veux faire des points, je veux faire des stats, je veux jouer, je veux gagner. Fait que j'ai décidé d'aller là, puis ça a été toute une année. Ça a été vraiment une belle année. On a eu du fun au bout. On avait une belle équipe. J'ai amené beaucoup de Québécois avec moi. C'était pas rien aussi. C'était 4-5 heures de Montréal où ma famille. Fait que ma famille est venue souvent. Fait que on était traités comme si on jouait dans la Ligue nationale. Mais mettons, toi, tu as regardé le documentaire? Oui. OK. Puis y a-tu un moment, une histoire qui est comme ça, là, ça aurait dû être dans le documentaire, c'était malade? Écoute,
moi, là, il y en a plein d'histoires, là, déjà rentrer dans la chambre puis mettre 10 000 puis dire, les boys sont gagnés à soir, le 10 000 vous appartient, tu sais. Wow. Il avait pas peur. Puis moi, je me rappelle, j'ai emmené les Québécois, puis là, à un moment donné, j'avais emmené un gars qui s'appelle Mathieu Wattier, il y a 20 ans, puis je l'avais emmené avec moi, puis là, à un moment donné, lui, il avait pas de compte aux États-Unis encore, tu sais. Fait que je m'en vais voir avec Jimmy, je dis, tu sais, j'étais le capitaine de l'équipe, je m'en vais voir avec Jimmy, je dis, hey Jimmy, j'ai dit, voici notre nouveau défenseur, Mathieu Wattier, je m'en viens de te le présenter. Tu sais, puis ces années-là, c'est là, je te disais, je commençais, tu sais, comme à m'impliquer dans le coaching staff, tu sais, comme capitaine. Fait que je dis, écoute, lui, là, il vient d'arriver du junior, il n'y a pas une scène, il n'y a pas de compte de banque. J'ai dit, ça serait-tu possible que tu peux y fronter un petit 200$ avant qu'il ait sa première paye, tu sais, pour qu'il y ait un petit peu d'argent de cash. Fait que mon Jimmy se retourne, regarde dans son bureau, pitch quelque chose, mon Mathieu, lui, récupère ça, 2000$ cash. Là, mon chum, il me dit, Mathieu, en français, parce qu'il était pas super bon en anglais, il me dit, ben là, j'ai demandé 200, tu sais, je serais pas capable d'y remettre 2000, là, je gagne 500$ par semaine. T'sais. Puis là, je dis à Jimmy, je dis, oh non, 200$ c'est correct en anglais. Il dit, non, il dit, 2000 c'est correct. Je dis, ouais, mais il ne pourra pas te le remettre. Il dit, qui c'est qui a dit qu'il fallait qu'il me le remette? Il dit, je donne, c'est un bonus, direct de même live. Wow! Juste des histoires comme ça, des histoires où, à un moment donné, il m'avait appelé, il me dit, j'ai 4 billets, vous en allez au. Tu sais, moi, je suis pas un gros amateur de baseball. Tu sais, la fameuse Game 7 entre les Red Sox et les Yankees. Là. Ben oui. La remontée. Puis il m'appelle, il me dit, Bruce, il y a une limousine qui va te ramasser, toi, Gretzky, Duhart, puis Roman Nador. Vous en allez voir la game. Fait que là, moi, à 5 heures, parce qu'on n'était pas loin de New York, la limousine se parque en avant avec des bouteilles de champagne. Les 4 capitaines assistants, on s'en va là-bas, toi, au Yankee Stadium, voir la game. Wow! Toutes des histoires de même. À un moment donné, il m'appelle pour que j'aille à le souper avec lui. J'arrive là, c'est que John Cena, il est là. C'est toutes des histoires qu'on n'entend pas. Et puis, tu sais, j'étais supposé d'y aller là, à ce fameux tournage-là. Puis, tu sais, j'avais des games avec l'Armada. C'était ma première année avec l'Armada, tu sais. Fait que j'ai décidé de rester avec mon équipe. Mais il y a beaucoup d'histoires qu'on pourrait s'asseoir. Puis, je pense que ton podcast de 30 minutes serait pas assez. C'est sûr qu'il va falloir que dans genre un an, là, on se fera un part 2 juste sur Danbury. Là. Ben, je veux savoir, parce que bon, moi, tu sais, je fais la lutte à TVA Sport. Je veux. Comment ça, John Cena était assis? Est-ce qu'il a rappé? Ben, il était proche de Jimmy, puis je sais pas, honnêtement, Jimmy, il avait beaucoup d'amis au niveau de la lutte. Il était venu à un moment donné faire la mise au jeu officielle. À un moment donné, un party de fight de Jimmy, pas Jimmy, de AJ, son gars. Il avait fait venir une couple de lutteurs de la WWE. Fait que tu sais, il y avait une connexion que je sais pas comment, mais je sais que moi, j'ai eu l'opportunité de rencontrer ce monde-là. Puis, il était venu dans la chambre. On avait été souper avec lui. Fait qu'on avait été vraiment chanceux de rencontrer ce monde-là, tu sais. Mais dans ce temps-là, tu sais, John Cena, il commençait aussi, là, tu sais, si je me trompe pas. Fait qu'il n'y avait pas la popularité qu'il y a aujourd'hui. Mais, tu sais, je peux dire, je peux marquer dans mon bucket list que j'ai rencontré John Cena. C'est quand même fou. Là, pour revenir un peu à ta carrière de coach, c'est qui le meilleur gars que tu as coaché? C'est qui le meilleur joueur que tu as coaché? Pas nécessairement le meilleur joueur en termes de statistiques ou whatever, mais en termes de talent pur hockey, là. Qui est le meilleur joueur? Écoute, j'ai été, honnêtement, d'en dire un, ça serait difficile, mais tu sais, je te dirais qu'au Midget 3, là, j'ai coaché un gars comme Philippe Sanche, qui était un petit joueur que là, il joue en Europe, il a joué pour l'Armada après. Il mesurait 5 pieds 5, il pesait 160 livres, mais il avait du caractère, il était fait en rubber. C'est un gars qui jouait avec détermination, avec passion. Fait que, tu sais, c'est un gars après ça, il a joué à l'Université Concordia, il a roulé sa bosse, tu sais, puis là, il joue en Europe, mais lui, c'était un gars que j'ai apprécié parce qu'au niveau de son attitude, il connaissait son rôle, il l'acceptait, il progressait, puis il se donnait. J'ai réussi aussi j'ai eu l'opportunité à Victoriaville de coacher un gars comme Samuel Blais. Je te dirais que Samuel Blais, c'est un gars qui joue pour les Rangers aujourd'hui, que j'ai été vraiment tough avec ce gars-là. Samuel Blais, là, quand il jouait pour moi à Victo, je l'avais mis dans les estrades. Il était soft,
Il était je me pognais tout le temps avec lui parce que je trouvais qu'il était soft. Puis je disais, si tu veux te rendre au prochain niveau, de jouer mou de même, là, ça sera pas assez. Tu sais, d'avoir du talent, c'est correct, là, mais au prochain niveau, les gars jouent fort. Là, tu sais, puis ils sont gros, puis ils sont forts. Puis un coup qu'il est arrivé dans la Ligue américaine, dans le pro, il a commencé à changer son identité. Puis à cause de ça, ben, il est devenu un power forward. Puis j'aurais jamais pensé ça. Aujourd'hui, il a gagné une Coupe Stanley, puis il joue dans la Ligue nationale. J'ai eu Maxime Comtois aussi, que Ben j'ai oui, coaché Max. à Stouffville, qui a vraiment été bon. Ça, c'était un passionné. C'était un gars qui était vraiment focus sur qu'est-ce qu'il voulait faire dans la vie. Fait que ça a été un autre bon joueur. Luke Edmund, Joel Teasdale. Fait que tu sais, j'ai quand même eu des bons joueurs, mais je te dirais que un que j'oublierai jamais, c'est Philippe Sanche, là, parce que c'est un petit gars qui était vraiment... pour sa grosseur, sa grandeur, c'était incroyable qu'est-ce qu'il a accompli là, au niveau du hockey. Mais moi, je suis coach à André Grasset, c'est ma 15e saison en tant qu'entraîneur, puis on a tout le temps nos boys, nos boys, là, que tu sais que c'est once in a lifetime, ces gars-là. Là. C'est ça pour Sange? Ben, exactement. Tu sais, ce gars-là, c'est parce que à sa grosseur, sa grandeur, tu sais, puis je m'en rappelle, tu sais, Joël Bouchard, dans ce temps-là, quand il était DG, coach de l'Armada, il m'avait appelé, puis il m'avait dit, tu sais, si t'arrêtes à drafter un gars, tu sais, mettons, qui que t'emmènerais? Je dis, sans aucun doute, Philippe Sanche. Wow. Il était 5 et 5, il pesait 155 livres ou 160 livres là, avec du change dans ses poches puis trempé dans mouillé. Puis j'ai dit, il va scorer 40 buts junior. J'ai dit, c'est un gars qui a du jump, c'est un gars qui shoot la puck pour un petit bonhomme, c'est un gars qui n'a pas peur de se saligner. Fait que je m'en rappelle, Joël l'avait drafté, si je me rappelle bien, en 6 ou 7e ronde. Puis, je pense que tout le monde se demandait, qu'est-ce qu'il faisait là. Puis, regarde, je me suis trompé d'un but de scorer 39 dans le junior. Wow! Il est capitaine de l'Armada. Puis, c'est un gars que tu ne peux pas aimer. Parce que c'est un gars qui est dédié, c'est un gars qui est à son affaire, c'est un gars que il va faire ce que tu lui demandes, puis il joue la game de la bonne manière. C'est juste plate qu'il soit 5 et 5, parce que s'il serait un petit peu plus grand, parce qu'il a le cœur gros comme le centre d'excellence Port-Rousseau à Beaubriand. Wow, ok, ben, je suis vraiment content parce que souvent on entend moins parler de ces joueurs-là, puis là on a quand même pris un 3-4 minutes juste pour lui, là, puis je vais m'assurer qu'il reçoive cette clip-là là, parce que c'est vraiment, vraiment nice. Encore, c'est des gars que, c'est mes joueurs, j'essaie, moi, tu sais, ma responsabilité comme coach, c'est pas juste de faire des bons joueurs de hockey, on veut faire des bons citoyens qu'eux autres. Puis quand je vois des joueurs que 5, 6 ans, 7 ans après, même s'ils ne sont pas devenus des joueurs de hockey, même si j'ai été tough avec eux autres, qui viennent me voir, qui me serrent la main, puis que j'entends parler qu'il y en a un qui est rendu couvreur, puis que j'ai fait faire une soumission pour faire ma toiture, ou que un autre, il pose des piscines, il est venu poser la piscine chez nous. Fait que c'est tous des anciens joueurs qu'aujourd'hui j'ai gardé contact, puis qui sont peut-être plus dans le domaine du hockey, mais on a gardé une amitié à ce niveau-là. Ça, c'est hot, ça. OK, so là, quand tu vois... Parce que non, là, t'as pas d'expérience en tant que coach. Là. Dans la Ligue majeure, t'as 6 ans. Là. 5 ou 6, ta 6e année, je pense, cette année, si je me trompe pas. Fait que là, quand tu vois qu'il y a des postes à gauche, à droite, qui s'ouvrent, dont un à Montréal, est-ce que tu te dis, aïe, il me semble que... Est-ce que c'est quelque chose que tu t'enverrais ton CV ou tu dis, tu sais quoi, je vais laisser les choses aller puis on verra? Exactement. J'ai pas de time frame. C'est sûr que mon objectif, c'est de monter dans la Ligue nationale comme tout entraîneur. On veut monter, mais j'ai pas de temps. Je me donne pas de temps. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre au niveau junior avant de monter. Mais tu sais, c'est sûr et certain que l'expérience, tu vas la chercher en étant mis dans ces situations-là aussi. Ben, mais tu sais, j'aimerais ça, je veux gagner au junior avant de réussir à peut-être monter au professionnel. C'est ça que j'ai fait au Midget 3, j'ai gagné, après ça, je suis monté au junior. J'aimerais ça gagner au junior, m'impliquer des programmes d'Hockey Canada pour aller chercher d'autres expériences là, puis après ça, peut-être monter dans le pro. Tu sais, j'étais en liste cette année avec le Rocket de Laval, tu sais, j'avais fait les entrevues avec le Canadien, le processus, c'est ça ce que je cherchais le mot, le processus avec les Canadiens pour la job. Ça m'a donné de l'expérience et puis, tu sais, j'étais proche de l'avoir. Puis, tu sais, là, ils ont choisi un gars qui a de l'expérience, qui était dans la Ligue américaine, puis qu'il a été aussi chercher cette expérience-là. Fait que, tu sais, je vais continuer à apprendre à mon niveau, à essayer de gagner à mon niveau, puis à un moment donné, mais que la porte s'ouvre, puis que le timing soit là, ben, on va essayer de rentrer dans la porte. So, cette année, c'est l'année que j'ai fait le plus de speech à mes joueurs.
et c'est la première année que j'ai écrit des speeches. Est-ce que tu fais l'exercice d'écrire des speeches avant de les dire? Jamais. Honnêtement, tout ce que je Ouais. parle, quand je parle à mes joueurs, ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Wow. Les affaires qu'on veut parler au niveau du système tactique. On fait beaucoup de vidéos, on passe beaucoup de temps avec nos joueurs, on fait de l'individuel au niveau du vidéo. On a beaucoup de temps de pratique aussi qu'on peut travailler notre système. Mais souvent, là, quand que je veux motiver mes joueurs, ça vient vraiment du cœur. Wow. C'est comme ça que je suis. Je suis un gars qui a beaucoup d'émotions. Fait que, je suis un gars émotif. Fait que quand que je parle avec les gars, ben, ça vient des tripes, ça vient du cœur. Ton top, fait que mettons ton starting line-up des meilleurs joueurs avec qui t'as joué. Donc, t'aurais un goaler, 2 defs, puis 2 attaquants avec toi, ce serait qui? OK. Que j'ai joué, là. Ouais, qui t'as joué avec, là. OK. Là, j'y vais dessus, parce que là, j'ai joué avec un gars comme Wade Belak. J'ai-tu besoin de la toughness aussi, là? C'est ta dernière game, parce que c'est fini, là. Fait que ta dernière game de hockey, un goaler, 2 defs, puis 2 attaquants pour jouer avec toi. OK. Marc Denis d'un but. Oh yeah! Ouais, Marc Denis d'un but. T'as joué avec tous les goalers qui ont joué pour le Canadien, hein? Abicheux, Boudaille, tout le monde. J'ai joué avec Abicheux, Boudaille, j'ai joué avec Jocelyn Thibault, j'ai joué avec Marc Denis, c'est vrai, t'as raison. Fait que je dirais Marc Denis. Après ça, faudrait que j'y aille avec un gars qui s'appelle Christian Matt, qui a joué dans la Ligue junior majeure du Québec, puis il a joué dans la Ligue nationale un peu. Il jouait à Hershey, c'était un scoreur naturel. Il a fini premier compteur de la Ligue dans la Ligue américaine. Après ça, est-ce que mes games dans la Ligue nationale comptent aussi? Tout. Okay, dès que t'as mis le patin avec sa glace, ça compte. Bon, parfait. Je vais y aller avec Martin Lapointe à droite, le pitbull. Je vais y aller avec Steve Eiserman au centre. Wow. À la défense, il faut que je mette un petit peu de toughness. Là. Moi, j'ai adoré jouer avec Wade Belak, tout un joueur, il est décédé aujourd'hui. Et puis après ça, Mike Gall, que j'ai joué avec dans la Ligue américaine, tout un défenseur. T'sais. Je vais en mettre un gars que j'ai joué beaucoup plus souvent avec eux. Fait que je te dirais c'est ça, mais quand je suis allé au camp des Red Wings, là, honnêtement, 3 ans de suite, là, puis que j'ai joué des games avec eux autres. C'était comment ça? Tu devais capoter, là. Genre, c'était des vieux monsieur, là. Ben moi, premièrement, je vais te conter un peu comment que ça a fonctionné, comment je me suis rendu là parce que cette année-là, là, je venais de finir, j'avais 22 ans, je venais de finir mon contrat avec Hershey, puis là, j'étais comme tanné là, d'être dans la Ligue américaine, puis j'avais pas eu de camp dans la Ligue nationale. Fait que j'avais décidé d'appeler toutes les équipes de la Ligue nationale moi-même. Et puis, puis dans ce temps-là, il n'y avait pas d'email, j'avais envoyé des fax. Je m'avais fait un CV, j'envoyais des fax, puis là, il y a des équipes qui me rappelaient, il y a des équipes qui me rappelaient pas, il y en a qui s'en foutaient, là, tu sais. Puis les Red Wings de Détroit, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, regarde, on a un Suédois qui vient pas au camp, il y a un spot de libre, on aimerait ça t'inviter. Je dis, parfait, je pars demain matin en voulant dire, tu sais, que je vais y aller à pied, tu sais. Fait qu'ils m'ont invité au camp sans contrat, puis moi, j'avais laissé 60 000 sur la table. J'avais une offre de contrat dans la Ligue américaine, j'avais décidé de m'en aller au camp des Wings sans contrat. Mon gars, c'était en 2001, ça, mon gars était pour venir au monde, ma femme était enceinte, j'avais mis de l'argent, j'avais laissé l'argent sur la table pour me donner une chance au camp. Et puis, quand j'étais allé au camp, j'ai connu un excellent camp. Et puis, j'ai signé un contrat de 3 ans avec eux autres. Après ça, ça m'a donné l'opportunité d'aller au camp des Red Wings, de rencontrer des Chris Chelios, des Sergei Fedorov, des Steve Eiserman, des Nicklas Lindstrom, des Martin Lapointe. C'était incroyable, mon camp d'entraînement, de côtoyer ces gars-là que c'était mes idoles là, quand je les voyais jouer là, quand j'étais jeune, tu sais. Et puis après ça, d'être avec eux autres sur la ligne bleue pour un match d'exhibition, de jouer contre Théorène Fleury, qui était un de mes joueurs favoris dans le temps. Wow. C'est des rêves qu'aujourd'hui, ça reste gravé dans ma mémoire, que je peux dire que j'ai accompli puis que je peux compter à mes enfants. Mais tu sais, d'avoir été là, ça m'a permis de jouer pour Scotty Bowman des games, d'avoir rencontré Mike Babcock, d'avoir rencontré Randy Carlyle dans la Ligue américaine. Puis c'est eux autres aussi qui m'ont donné la piqûre du coaching. T'sais, j'ai appris de ces gars-là qui ont gagné des Coupes Stanley, des Bob Hartley, qu'aujourd'hui, que je garde contact avec des Mike Babcock, avec des Bob Hartley. C'est comme des mentors, des gars comme Joël Bouchard qui est en Ligue américaine, que je garde contact avec ce monde-là, qui peuvent me conseiller, m'aider, me guider quand les choses vont moins bien.
Ça, c'est malade. Pour vrai, c'est sûr qu'on va faire un part 2. J'essaie d'espacer d'1 an entre les podcasts, mais c'est sûr qu'on fait un part 2 parce que je sens qu'on a bien des choses à se dire. Je veux te dire merci. Je veux inviter tout le monde à aller voir l'Armada jouer. Pour vrai, pour les fois que je suis allé, là, moi, j'ai eu du fun. Les kids se donnent à fond. Le staff se donne à fond. Puis, moi, je joue avec le bâton du capitaine. Là. J'ai un bâton, là, c'est le capitaine. Je me rappelle plus. Il est où, là? Ouais, la vigne. J'ai mon bâton dans ma ligue de garage, c'est le bâton de la vigne. So, je suis très, très fier de dire à tout le monde, yo, j'ai joué avec le bâton du capitaine de l'Armada. Donc, je te souhaite une meilleure fin de saison, puis j'encourage tout le monde à aller vous voir jouer. Là. Ben, t'es bien gentil, puis c'est bien le fun de te voir à l'Arena, puis si, mettons, à un moment donné, là, j'ai besoin d'un net front sur le power play, j'irai te chercher, avant le classique, ça se peut, je t'appelle pour une coupe de pratique avant ma game d'hockey. Parfait, ben cool, merci de l'invitation. Right. Bon succès. Yeah, gros pads avec Bruce. I love my Bruce. Je l'aime. J'ai pas encore vu un match de l'Armada cette année, mais naturellement, c'est quelque chose que je veux get. J'ai lancé un appel SOS avec mon iPhone. Get. Damn. J'espère que personne va venir ici. Shit. Ça dit... C'est où c'est écrit? Ça dit, vous avez lancé un appel SOS. Mais j'espère que personne vient ici. Tu veux que je dise quoi? Je faisais le podcast puis j'ai pesé des boutons sans faire exprès? Ça dit, Julie, urgence SOS. J'ai l'air de quoi? Tom Hanks sur l'île déserte? Avec Wilson? Je faisais le podcast bien propre, là. Je suis en train de faire intro, milieu, fin. Puis là, mon téléphone me disrespecte. En disant que j'ai lancé un appel SOS. Mais je n'ai pas lancé d'appel SOS. Je suis en train de passer beaucoup de temps sur l'appel SOS fictif. Parce que si les gens viennent chez moi en panique, je sais pas qu'est-ce que je vais leur dire, donc. Puis là, tous mes voisins vont dire, regarde, la police, c'est chez Kevin. Moi, c'est la fois que j'ai le plus peur, là. Déjà que je suis dans un neighborhood white on white, là. Mais quoi que c'est faux, il y a 2 familles de blacks dans mon neighborhood au complet. Fait qu'à chaque fois qu'il y a des policiers qui passent dans notre rue, je suis comme, don't stop at my house, don't stop at my house, don't stop at my house. Parce que je veux pas que les voisins, ils passent. Là, je suis rendu dans cette étape-là de ma vie. Je vais lancer mon téléphone SOS bullshit. Je suis rendu dans cette... J'ai-tu closé le podcast avec Bruce? Bruce, je t'aime. On fait un part 2. On se voit à l'Armada. Bon. Là. Moi, je suis dans un neighborhood, là. Où je suis en train de checker le gazon des autres, comment il est fait, pour pas avoir là du patinet qui fait pas son gazon. God damn, je payais à ma soeur 20$ par semaine pour qu'elle vienne faire mon gazon. Là, je check les autos dans le neighborhood, comment ils sont dans leur entrée, comment... Moi, avant, là, je rentrais mon auto en diagonale dans le neighborhood. Right? Maintenant, je suis rendu dans le white neighborhood. On dirait que je suis obligé de faire attention à ce que je fais. And I don't like that. So, ce message est pour tous ceux qui écoutent le podcast dans le neighborhood. Je vais être la vraie version de moi-même cet été. Déjà que j'ai fait l'imbécile parce que j'ai laissé mon panier de basket dehors pendant l'hiver. Puis, il y a un mois, la déneigeuse a déneigé sous le panier de basket. Ça l'a croché le panier de basket. Ça l'a failli tomber sur l'auto du voisin dans le white neighborhood. Puis, j'ai vu la panique dans les yeux du voisin. J'ai vu la panique dans ses yeux-là. Le voisin a fait bra. On a tout enlevé nos paniers sauf toi, bra. Fix that shit. Là, j'ai appelé Manu, parce que quand j'ai un problème dans la vie, j'appelle Manu, mon partenaire Manu. J'appelle Manu, j'ai dit, Mani, j'ai un problème. Il dit, quoi? Il dit, le panier de basket est brisé. Il dit, dans ta cour? J'ai dit, non, devant chez moi. Là, Mani arrive en panique chez nous. Mani arrive. Je pense qu'il habite à 15 minutes
20 minutes, ça y a pris 3 minutes de chez nous. Lui, il savait que dans le white neighborhood, OK, c'était probablement un sujet de discussion, le panier de basket, puis il y avait des paris de camp où le panier de basket allait briser. So, là, manière. Là, je vous dis, c'était l'été, quand c'était gelé, il y avait, comme on dit, sod eau, hein, de neige, hein, le fou de panier de basket était pris, on a brisé le panier, tchac, brisé le panier, on a enlevé le panier, on a enlevé la tige du panier, on a enlevé la tige du poignet. Là, tout ce qui reste, c'est la base, mais l'eau est gelée dedans, so, je vais attendre. Mais là, le panier est gone. Le panier m'avait coûté très cher, $800. Puis le panier est gone, brisé à cause d'une déneigeuse. Mais c'est un peu de ma faute parce que j'aurais dû l'enlever de là. Fait que là, attends, j'ai pas fini parce que là, le monsieur du White Neighborhood, il a dit, ouais, ça va passer proche. Man, ça va pas passer proche du tout. Parce que dès que j'ai vu mon problème, je l'ai tout de suite réglé. Patnem m'a dit, ça va passer proche. Hey! Mais j'aurais fait dur hein, si c'était tombé sur l'auto du monsieur. Cat! L'autre fois, j'étais chez WAP, j'étais comme, qu'est-ce que j'aurais dit au monsieur si c'était tombé sur son auto? Il a dit, aïe yo! Écoute, ben yo, c'est des choses de la vie. Oh man, god damn it. Je m'en vais à WrestleMania, on va cogner du bois là. Je vais mettre pas tousser comme un imbécile mercredi, mais je devrais aller à WrestleMania voler ce jeudi. Donc, on va ramener beaucoup de stock. Contenu lutte, oui, mais contenu aussi, on va être quand même dans une arena de 100 000 personnes 2 soirs de suite. Donc, je vais essayer de faire du contenu le plus possible pour rendre justice à la grandeur de WrestleMania. Je le dis souvent, j'ai été à WrestleMania, j'ai été au Super Bowl. WrestleMania reste le plus gros show qu'il n'y a pas. Ça va être mon 4e, wow. Pour un kid qui a grandi en écoutant la lutte, c'est quand même exceptionnel ce que je viens de dire. C'est mon 4e WrestleMania. Puis, le dernier WrestleMania, c'était à... Mais je vais garder ça pour un podcast spécial qu'on va faire sur WrestleMania avec ma boy Emilio. Mais ouais, non, ça va être spécial. Puis j'ai vraiment hâte de voir et de vivre et d'avoir du fun à WrestleMania et de vous ramener plein d'informations. Donc, on se tient au courant, on s'aime. On se dit... on se dit à la semaine prochaine, I guess. Mais non, parce que je fais du contenu pour WrestleMania. Mais on va avoir un podcast régulier la semaine prochaine. Ben on a un gros podcast spécial Carabin qui s'en vient. Là. So, je sais qu'il y a des gens que j'ai interviewé qui sont comme, mon podcast sort quand ça s'en vient, man. C'est juste qu'on a un podcast spécial Carabin, puis j'avais besoin que la saison de hockey des Carabins finisse pour que je puisse les inclure, parce que pour moi, ils sont importants. Fait que je vous aime, et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Ouais, je me sens souillé, c'est la phrase de Pat Laprade.